Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour monsieur Fernand Lopez, tout de Versace vêtu. Voilà, ça y est, en mode Conor McGregor. C'est quoi, il commence à faire chaud, c'est ça? N'importe quoi. Écoute, ouais, il fait où je suis en tout cas, il fait bon et donc du coup, si j'ai chaud, je m'habille de manière légère, c'est tout. Bien, bien. Bah, on va commencer sur un sujet un petit peu plus lourd, c'est que le MMA et les sports de combat français sont endeuillés d'une part côté boxe anglaise et côté RS Fighting Championship, parce que coup sur coup, il y a eu deux véritables drames, un sparring partner de Nassourdine Imavov, qui malheureusement, et on va vous mettre aussi, il y a deux cagnottes qui ont été mises en place pour eux, on va vous mettre ça en description ou en commentaire épinglé. C'est deux gens que tu connaissais bien. Pas ou que tu connaissais en tout cas. Oui. Wilfried, je vous en ai parlé sur le dernier podcast. C'est une histoire incroyable. Euh, bah voilà, paix à son âme, c'est tout ce que je peux dire. C'est une histoire incroyable dans le sens où on était à la recherche de la perle rare, le gars qui pouvait être à la fois gaucher, euh, boxer avec une agressivité sans pareil, sans commune mesure, nulle part, j'ai jamais vu ça. En tout cas dans cette caté-là, tu vois. Et puis un mec disponible, quoi. Et il a répondu présent. Ses coachs ont répondu présent. Et je vous ai parlé de ce fameux sparring guerre nucléaire qui était la première rencontre en fait entre les deux, où il y a eu euh, vraiment, c'est comme on dit, tu marques ton territoire de la part de Nassourdine qui marque son territoire parce que il est chez lui et qu'on vient l'aider, on veut lui donner un coup de main, mais de la part de Wilfried aussi, solide, gros caractère, et qui nous a sérieusement mis en difficulté. C'est que j'avais la banane, j'étais content, alors que Nassoudine vivait un dur moment. C'est un excellent boxeur, Wilfried. Euh, et, euh, et Nassoudine et moi, on était juste à la fin de l'entraînement, on était en mode yes. On a trouvé ce qu'il nous fallait pour nous mettre rien qu'en anglaise au rouge total, parce que son style, il est ce style-là très, très étouffant, qu'on connaît déjà un peu de la salle de sport de Strickland, qui est tout le temps sur toi et qui ne te laisse pas respirer. Et même quand tu le tiens en mode, tu triches un peu et tu l'accroches, il va chercher le corps, il va creuser avec des grosses frappes au corps et tout. Et puis cette annonce arrive, comme quoi il est décédé de manière tragique, et ça nous met à genoux. Et puis quelques jours après, c'est un, voilà, c'est un champion d'Ares le Brésilien, le vétéran de l'UFC, qui se retrouve très en difficulté, enfin très en difficulté, qui nous a quittés parce qu'il a été renversé par une voiture. Je n'ai pas encore les détails de ce qui s'est passé, je ne sais pas tout. C'était apparemment par un Euh, bus, soit en revenant de l'entraînement. Ouais. voilà. Et donc, du coup, ça nous met un peu dans une situation voilà, de tristesse, de deuil, et surtout de relativité de la vie. Combien de fois c'est fragile, combien de fois ça peut disparaître. Et ce qui est bien, c'est que justement, j'ai l'impression que toute la communauté sport de combat et MMA fait front. Il y a même eu un hommage aussi de Charles Oliveira pour Felipe Colares. Donc, vraiment de beaux messages. Fernand, on va revenir un petit peu aux sportifs et on va dire aux affaires courantes, à savoir avec l'UFC, parce que l'UFC ne s'arrête jamais. Là, ce week-end, il y a l'UFC 288, un combat, je ne sais pas si ça t'intéresse particulièrement, mais en tout cas, il y a peut-être des enjeux dans l'histoire du sport, entre d'un côté Henry Cerudo coaché par quelqu'un que tu connais bien, qui est Monsieur Captain America, et de l'autre Aljamain Sterling qui petit à petit
commence à, on va dire, à gagner du respect parmi les fans et parmi les aficionados. Ok, c'est pas le choc qui passionne le plus les foules, mais sportivement, j'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose de très 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 haut. Bah, c'est sûr que si Triple C gagne, ça devient compliqué. Je pense que dans l'histoire, ça n'a pas été fait. Enfin, Il y a- pas été fait dans le sens il a déjà été donc champion flyweight et champion bantamweight. Là, tu veux ouais. dire quoi de revenir Bah, et battre le... non, d'avoir été champion olympique, champion flyweight, champion bantam, partir en retraite, revenir, reprendre sa ceinture en bantam, c'est puissant, non? Ah oui, bah oui. Et surtout face à un vrai champion. Enfin, quand je dis un vrai champion, c'est pas... Vous savez que C'est je... pas un champion en déclin, c'est Exactement, pas, voilà. voilà, c'est un mec assis qui connaît le MMA dans tous les compartiments du game, mais qui, disons-le quand même, est beaucoup moins technique. Mon point de vue sur ce combat, c'est que je pense que Aljamain Sterling peut gagner le combat s'il utilise son allonge parce qu'il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus puissant, il a pris de la masse musculaire. Depuis, s'il utilise les types, donc ses coups de pied frontaux, les coups de pied rectilignes pour garder à distance, s'il utilise cette allonge-là, il peut éventuellement aller battre s'il utilise aussi des feintes de lutte, mais pas de la vraie lutte. Mais je penche pour Cejudo. Ok. Il est meilleur boxeur, il est meilleur lutteur. Ses statistiques à l'UFC disent qu'il a, je crois, 93% de défense, de lutte ou machin, mais c'est 100%. Sur le combat où on dit qu'il avait eu une amène au sol, il n'a même pas eu d'amène au sol. Je pense qu'il a 100% des défenses en réel. Il est beaucoup, beaucoup plus malin, en tout cas dans la lecture globale du jeu. J'espère que Sterling s'amuse avec lui et qu'il a mis des vidéos pièges. Parce que ce que Sterling a fait récemment sur les 3 derniers mois, il s'est amusé à mettre des vidéos de ses entraînements. Il s'est amusé à mettre beaucoup, beaucoup de choses qu'il met. J'espère que c'est des vidéos qui ne révèlent pas exactement l'entraînement. Moi, c'est ce que je fais souvent. Il y a beaucoup de vidéos, de contenu de vidéos qu'on met sur les réseaux, mais ce ne sont pas des vidéos qui reflètent la réalité de l'entraînement. J'espère que c'est ce qu'il a fait Aljamain Sterling parce que on sait que Cejudo a une appétence pour l'analyse vidéo. On sait qu'il aime beaucoup le côté du mind game et qu'il y a moyen qu'il exploite beaucoup les vidéos qu'il a vues sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà un gars qui a fait de la compétition de très haut niveau. Rien qu'une Olympiade, c'est 4 années à bouffer du pain noir, à travailler très dur pour y arriver. Ensuite, il est devenu champion de l'UFC, ensuite double champion de l'UFC. Il est bien dans la tête, tout lui réussit. Il est posé en famille. Euh, Ça va être difficile de le battre. Maintenant, comme je dis, peut-être il y a une façon où je vois Aljamain gagner le combat et il y a 1000 façons où je vois Henry Cejudo gagner le combat. Toi, tu dis quoi? Voilà, les pronostics, c'est compliqué. Non, je pense Henry Cejudo. Je pense Henry Cejudo parce que je pense que c'est le seul qui a une réponse à ce qu'apporte Aljamain Sterling, en tout cas ce qui fait que Aljamain Sterling, avec le Aljamain Sterling qu'on connaît, euh, avec le jeu qu'on connaît, je pense que Cejudo c'est le seul qui peut apporter une réponse à ça. Et puis en plus, comme tu le dis, on l'a vu tellement de fois, que ce soit contre des Dominic Cruz, que ce soit contre des Marlon Moraes, à changer de stratégie, s'adapter complètement. Et je pense aussi, ça c'est important, que il revient... Enfin,
entre guillemets pour les bonnes raisons, tu vois. Je pense qu'il irait pas se risquer à revenir comme ça juste pour l'oseille ou juste pour quoi que ce soit. Là, c'est quelqu'un qui est resté actif en plus. Il a entraîné pas mal de gars, que ce soit Weili Zhang, que ce soit John Jones. Donc il y aura pas non plus cette perte en mode ça fait 3 ans qu'il est là, enfin qu'il est plus dans le sport, il est aux fraises par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Non, je pense qu'il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien contre qui il revient aussi et surtout avec Henry Cejudo, on sait que ça fait un moment qu'il parle de potentiellement devenir champ avec le combat contre Alexander Volkanovski en featherweight. Donc, enfin, tout ça fait que je pense que ça va être chaud, mais je mets quand même une petite piécette aussi sur Henry Cejudo de mon côté. Très belle analyse, monsieur Guillaume. Voilà. Écoute, je me méfie. Enfin, non, c'est pas que je me méfie. J'espère que Aljamain a modifié sa manière de lutter et qu'il utilise plus de fun de lutte que vraiment lutter. Le meilleur lutteur des deux, c'est celui qui a été champion olympique de lutte, Henry Cejudo. Mais statistiquement, Henry Cejudo lutte moins parce qu'il sait que c'est coûteux, parce qu'il sait que c'est une grosse dépense énergétique et il utilise des fun de lutte, il fait semblant de lutter, mais en réalité, il lutte moins. Aljamain Sterling met beaucoup d'énergie à lutter. Cette énergie-là, il devrait la mettre à feinter et faire autre chose. D'autant plus que, alors, il a une très bonne condition physique, il a un partenaire, Merab, qui est une machine de guerre et qui est capable de faire ce que je viens de dire, qui joue beaucoup avec la lutte, avec la fausse lutte et la vraie lutte. En tout cas, je n'ai aucun doute qu'on aura un beau combat. Et ben voilà, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a aussi un combat entre Burns et Belal Muhammad. Je ne sais pas quoi en penser. Très équilibré pour moi, Mm-hmm. mon combat. Quelqu'un qui est très technique, Burns, et quelqu'un qui est très dur au mal et très endurant, mais qui connaît bien le MMA sans être un perfectionniste techniquement, mais il connaît le MMA. C'est un match que je trouve assez équilibré. J'ai du mal à me décider. Ok. Moi, je mets Gilbert Burns. Voilà, je mets Gilbert Burns, on verra ce que ça donne. Fernand, avant de parler du gros dossier de la semaine, donc le gros dossier de la semaine, vous le savez, pour la plupart des combattants de MMA, c'est l'UFC qui est la plus grosse organisation, et puis après, pour les autres, c'est un peu compliqué. On s'est dit que ça pouvait être intéressant, parce que déjà, Fernand connaît bien le sujet pour avoir quelques combattants à l'UFC, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec par exemple Abdul qui est probablement en partance pour l'UFC, on sait que c'est toujours une question pour les athlètes. Est-ce que je vais aller de ce côté-là ou est-ce que je vais aller dans d'autres organisations? Et vous allez voir un petit peu quelle est on va dire, la réalité du terrain. Il y avait un petit point que je voulais aborder avec toi, c'était concernant Morgan. Donc Morgan, on est tous contents, il est revenu avec la victoire au Cage Warriors le week-end dernier, mais apparemment, il y a eu quelques incertitudes sur son adversaire par rapport à Ares. Vous me fatiguez. Mais il faut poser la question. En réalité, j'aimerais pouvoir ne pas répondre à ce genre de bail. Pour de vrai, c'est que on a parlé de l'UFC, une bonne chose, parler des entrées, des sorties, PFL, l'UFC, que je vois machin. Mais je sens que tu veux m'amener sur l'interview que Morgan a Alors eue. non, moi c'est plus, là où je veux t'amener, c'est plus sur le côté, peut-être que les gens n'ont pas cette vision-là, où je me souviens par exemple, c'était sur quand Samir Khadi devait combattre à Ares, le combat ne s'était pas fait parce qu'il était signé par le Cage Warriors. Donc de temps en temps, il y a des choses où, si le public va peut-être voir le combat est annulé, peut-être parce qu'ils n'ont pas cette... Ou même, par exemple, Cyril qui devait affronter Ante Delija, sur le moment, les gens vont se dire « Ah bah c'est dommage, le combat annulé, mais Delija est signé par le PFL. » Voilà. C'est exactement ça. Écoute, chaque organisation choisit de préserver son précaré comme il peut quand il a le droit. Il fait exercer son droit. S'il n'a pas le droit ne s'exerce pas. Ok. Récemment, vous avez vu le retrait de Anissa, le retrait de Jimmy Vienno. Ça, c'est l'ONFC qui dit, bon, effectivement, vous étiez vers la fin de votre contrat, mais attendez 2 secondes. Même si vous n'avez pas de contrat, le combat prévu, on va vous retenir d'abord
On va exercer notre droit, c'est notre droit à nous. Vous n'allez pas combattre au mois de mai. Et on verra bien après ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est notre droit. Et ce qui... expliquer le truc, c'est simplement de dire, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est d'exercer un droit, peu importe la date, peu importe le délai, peu importe qui combat. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas de temps à me dire, oh bon, c'est fou, Morgan Charrière, il est brillant. Tiens, je vais lui annuler son combat, comme ça il va moins briller. Ça n'a pas de sens. Comment ils s'appellent, les journalistes de RMC, faites votre boulot, prenez juste enfin, enquêtez, regardez ce qui se fait, c'est impossible. Personne n'a jamais fait ça. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un très bon podcast, un beau média, vous prétendez être ce que vous êtes, mais ne pas être fichu d'expliquer à un petit jeune qui ne comprend pas, parce que manifestement, il ne comprend pas ce qui se passe. Lui, il se pose la question, est-ce que ça me visait moi? Est-ce que ça visait le Cage Warrior? Je n'ai aucun intérêt, c'est que ça n'a pas de sens. Enfin, pensez un peu aux autres. Vas-y, pardon. Vas-y. Enfin, on a un athlète qui est signé MMA Factory en multifight. Il est signé en exclusivité chez nous, multifight. En tant qu'entrepreneur, est-ce que vous imaginez le délire de vous dire que n'importe quelle organisation au monde peut aller venir chez vous, piocher un mec chez vous, le faire combattre chez lui? Oui, c'est ça, mais c'est peut-être quelque chose... Le One FC n'a aucun intérêt là, n'a pas de combat prévu pour Anissa ou pour Jimmy. Ils disent juste, vous êtes signé avec nous, ce n'est pas terminé encore, vous restez avec nous. Au nom de quoi est-ce que je devrais contacter quelqu'un pour lui demander son avis, un manager, un machin, de quoi on me parle? Je suis une entreprise. Je dois défendre les intérêts de l'entreprise. Oui, c'était une décision purement business. Ouais. À un moment donné, Sami Kadi doit combattre sur Ares. À moins de 2 jours de l'événement, Monsieur Grambol, le CEO du Cage Warrior, va mettre un coup de pression en disant tu ne combats pas. Et lui, il n'est même pas sur Multifight. Samir Kadi à l'époque n'est pas sur Multifight, il est sur un seul combat, mais sauf que dans les clauses de contrat du Cage Warrior, c'est marqué en dessous en tout petit. Si jamais vous avez une victoire, vous avez l'obligation de faire un dernier combat au Cage Warrior avant, si le Cage Warrior le veut bien, avant de partir. Et donc, le Cage Warrior, à moins de 2 jours du combat, va annuler le combat entre Samir Kadi et Salomon, qui combat aujourd'hui au PFL. Il va annuler le combat, on va résister et prendre même des risques en négociant avec Grand Ball pour pouvoir maintenir le combat pour que Samir Kadi et Anthony Salmon puissent avoir le combat. Il va passer au-dessus. Il va contacter les avocats de notre broadcaster commun, qui est UFC Fight Pass. Mais sauf que vous savez qui est le président et le responsable de tous les avocats de l'UFC? Oh, c'est Hunter? Non. Hunter Campbell. Ok, donc qui est le super avocat de l'UFC, on va dire. C'est lui qui fait les contrats. Le super avocat de l'UFC se trouve aussi être mon patron sur des gros leviers comme Nassoudine Imavov, Cyril Gann. Et donc, pour pouvoir maintenir Samir Kadi sur Ares, je vais aller en frontal avec le numéro 1 de l'institution de l'UFC en lui expliquant, s'il te plaît, Hunter, reste en dehors du problème.
s'il te plaît, laisse-moi gérer ça avec Ram, on va gérer entre nous, t'inquiète pas, on se connaît, c'est un ami, on va gérer. Et il me dit simplement, moi je suis le broadcaster, je diffuse UFC Fight Pass. Quand Grand Ball va maintenir sa plainte, nous, on aura un incident d'avoir diffusé quelqu'un qui n'est pas de la même boîte. Enfin, qui n'est pas de votre boîte, mais qui doit encore un combat. Je lui dis, mais il n'est pas signé avec lui. Il me dit, Fernand, est-ce que dans le contrat, il est stipulé que le Cage Warrior peut vouloir Samir Kadi pour un autre combat? Ok, échec et mat, Fernand, s'il te plaît, c'est comme tu veux. Si tu obéis, il n'y a pas de problème, on annule le combat, ça s'arrête. Si vous ne laissez pas tomber, on lâche la machine et puis il y a les avocats qui vont gérer la suite et ça va être un bordel. Ok, step back, tu recules. Quelques mois plus tard, donc nous on annule le combat perdu, je me fais, c'est que quel que soit l'origine du problème, que je sois à gauche ou à droite, je me fais allumer. Je me fais allumer pour le mec qui a des combats qui s'annulent à la dernière minute, qui est un mauvais CEO, qui ne tient pas compte des athlètes, qui laisse tomber des combats. C'est incroyable pourquoi je ne trouve pas un remplaçant. Je me fais dépouiller sur les réseaux par ces mêmes personnes. OK. Quelques mois plus tard, un athlète 100% Ares, signé pour 4 combats sur Ares, a déjà fait un combat et nous doit 3 combats et une année, apparaît chez OK Warrior, Jonathan, qui essaye de mettre le feu en disant, oui, mais est-ce que ce ne serait pas parce que, est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont entendu la dernière minute pour t'empêcher de faire évoluer ta carrière? Hey, les gars, vous n'êtes pas fatigués. Faut, au bout d'un moment, vous n'avez pas la flemme aussi de vous dire que, bon, c'est bien de faire des titres putakiques, de pouvoir mettre un peu de feu. Mais le même, c'est fatigant. La même personne, c'est fatigant. Voilà 2 poids, 2 mesures. D'un côté, on a un mec on a une organisation anglaise qui vient en France, qui prend un mec et nous dit, le combat, il est stoppé. On annule votre combat en France. Le public français est lésé. Les athlètes français sont lésés. La promotion française, elle est lésée. OK, pas de problème. On attaque qui? Le promoteur français. C'est lui qui a mal fait son boulot. Comment ça se fait? Pourquoi il n'a pas vu que le gars était sous contrat? Pourquoi il n'a pas vu machin? Pourquoi il n'a pas vu machin? OK. Quelques mois plus tard, la même chose arrive. Je vais ester en justice et je vais simplement faire ce qu'on fait, de dire, on vous fait une injonction, on vous dit, ça c'est notre athlète, vous ne pouvez pas le faire. Bah, pourquoi à ce moment, les mêmes personnes ne vont pas dire sur les réseaux à grand bol et machin, mais non, c'est abusé. Comment vous avez pu faire ça? Pourquoi vous n'avez pas vu que le mec était sous contrat? Vous voyez bien qu'il a combattu, son dernier combat, c'était sur Ares. Pourquoi vous lui demandez parce qu'il est libre de contrat? Pourquoi le manager de ce mec-là ne va pas se poser la question? Non. Qui est-ce qui est le bouc émissaire? Fernand Lopez. Ça en fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en gros, c'est facile pour eux. Oh, encore Fernand Lopez. Son nom revient à la surface. Comment ça se fait que il attend la dernière minute pour annuler le combat du pauvre Morgan Charrière? Vous êtes sérieux? J'ai un intérêt à le faire? Ça rime à quoi? Ça n'a pas de sens. Vous pensez vraiment que le public français qui a son spectateur, qui a son athlète, son combattant qui combat soit en France, la promotion française, tout notre ensemble, le global, vaut moins que l'importance d'avoir le même combat maintenu pour Morgan Charrière, lui, sa personne, lui, vous ne voyez pas qu'il y a un global, il y a des enjeux au-dessus de ça? Mais je pense que les gens n'avaient pas cette vision-là, à mon avis, avant, parce que toi, t'évolues sur le côté business plus que le côté grand public, mais est-ce que tu peux aussi expliquer pourquoi c'est important pour une organisation d'avoir ça, par exemple, que ce soit toi qui te dises, bon bah, mon combattant, il est signé chez Ares, que ce soit le Cage Warriors qui fasse avec Samir Kadi, que ce soit le PFL avec Ante Delija, quelle est l'importance, en fait, pour les organisations de dire, ok,
il signe là, parce qu'on aurait pu se dire, tu vois, ils peuvent se dire, le PFL peut se dire, bon bah dis donc, il y a Delija contre Cyril Gann, ça peut être intéressant pour nous parce qu'il y a plein de gens qui connaissaient pas Delija qui vont le découvrir. C'est toujours une affaire d'intérêt. Le même combattant pourrait combattre sur la Sueur FC, je n'aurais pas de problème. Parce qu'il y a une collaboration entre l'assurance et Ares. Clairement, on l'annonce, on dit à tout le monde, si vous êtes un jeune combattant et que vous combattez et que vous passez sur Ares, vous aurez le droit de venir parce que vous avez fait une belle performance. Le même combattant venu du PFL, notamment, l'entente qu'on a aujourd'hui avec le PFL fait que on a des passerelles qui se font. Vous allez voir bientôt des athlètes qui seront à la fois combattants d'Ares et combattants du PFL au même moment. On a des ententes, on a des arrangements. Mais encore en tout état de cause, chaque organisation fait ce qu'elle veut avec l'autre. Aujourd'hui, l'UFC signe des mecs d'ARS sans même checker, sans même checker s'ils sont libérés. Parce qu'ils savent que la passerelle entre ARS et eux, c'est fluide. Par D'ailleurs, exemple, c'est ça. le cas Le cas avec des la Slim. championne, ou de la championne, enfin j'allais dire. Ou de pour la Ivana. championne. Ouais. Enfin, non, pour le cas de la championne, j'ai eu un texto. Ok. J'ai eu un texto de Mick, le matchmaker, qui m'a demandé qui est le manager Ivana. Ivana. Il pensait que c'était moi le manager, il voulait la signer. Je lui ai dit non, son manager, c'est un tel et tout, et je lui ai donné le contact. Il a appelé le manager et puis il a signé. Donc, si tu veux, aujourd'hui, quand vous avez une entreprise, il faut quand vous regardez le sport, quand vous observez le sport, prenez le temps de regarder le sport avec un œil entrepreneurial. Il faut juste se mettre à la place des gens. C'est que aujourd'hui, tu as une grève. Il y a des gens qui disent, bon, nous, on n'est pas bien payés, nous sommes des hôpitaux, nous sommes des camionneurs, on va bloquer les rues. Et en gros, ils bloquent grève à Paris, machin. Et toi, tu viens, tu dis, oh, c'est dommage. Comme par hasard, ils ont bloqué la route le jour où je vais travailler. Moi, je pense qu'ils ont bloqué la route pour moi. Mais non, on ne te calcule pas. On n'a aucun intérêt avec ça. On te dit juste que au-dessus de ça, il y a, au-dessus de moi, ma petite personne qui conduit pour aller au boulot, il y a des gens qui ont vraiment, il y a une masse de personnes, un collectif qui font une grève et qui revendiquent leurs droits. Et ils ont le droit de le faire et tu t'arrêtes, tu t'assois, t'es dommage collatéral. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une affaire de oh, on pensait que les Français entre nous. Non, 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 non. Oui, Ce non, il faut collectif, avoir l'autre vision où il y a un petit peu plus voilà, business. il faut que les gars qui jouent le rôle de journaliste puissent avoir cette honnêteté, cette ouverture de se dire le monde de Fernand Lopez ne tourne pas qu'à niquer les gens. Enfin, la vie n'est pas que comme ça. Enfin, ma vie n'est pas que ça de passer le temps. Tiens, il y a qui à qui je peux faire du mal? Écoute, je vais lui faire du mal. Non. Il se trouve que mon métier est sur plusieurs tableaux et que le jour où j'aurai un conflit déconvenu sur l'enseignement ou sur la promotion, sur machin, vous allez le voir. Mais vraiment, je suis très content de la carrière, du fait qu'il ait pu combattre. Morgan, je le félicite pour son combat. Il a fait un très beau combat qui a commencé dans le dur, mais qu'il a su capitaliser, il a su exercer toute cette rage sur son adversaire, il a pu gagner son combat. Je lui souhaite de toutes les forces, et ça, ce que je dis là, c'est très sincère. Je lui souhaite fortement de rejoindre l'UFC parce que ça ne change rien dans ma petite vie, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas. Ça ne change totalement rien. Je lui souhaite sincèrement. Maintenant, dans son cheminement pour faire ce qu'il fait, si jamais il y a, vous êtes dans par exemple le cas de Cyril Gann. Cyril Gann combattait contre Ante Delira à Abu Dhabi, à moins quelques jours. La veille du jour où nous étions déjà à Abu Dhabi, confinement et tout, on parle de l'UFC, plus grosse organisation au monde. Nous y sommes déjà. Le PFL signifie à l'UFC, Ante Delira ne peut pas combattre, il est encore sous contrat avec le PFL. L'UFC s'exécute, retire Ante Delira,
Fin de l'histoire. Nous, on est là et vous nous voyez la même soirée, c'est le gars en train de jouer au basket avec Ante Delia. Parce que c'est des choses au-dessus d'eux. Vous ne voyez pas c'est le gars en train d'aller faire des plateaux en disant, bon, je pense que le PFL a voulu me faire. Et puis, arrêtons un peu avec le complot. Enfin, calmons-nous, les gars. Venez, on donne des informations qui sont bonnes pour que le public qui n'est pas, ce qu'on appelle les touristes, nous sommes les puristes, tous ces gens du milieu, journalistes, combattants, promoteurs, nous sommes des puristes. Les touristes qui viennent nous voir, donnons-leur l'opportunité de comprendre ce qui se passe. Si on fait des émissions et des podcasts biaisés juste pour faire du clic, on désinforme les gens et ce n'est pas normal. Gardons la bonne information. Et donc, toutes les organisations ont ce droit-là et le font et le revendiquent en fonction des affinités qu'ils ont ou pas. Il fut quelque temps encore dans le passé, le Cage Warrior était très affinitaire avec notre écosystème en tout cas. J'étais un partenaire, on avait une société ensemble, Gambol et moi pour le management, on avait un partenariat et tout. Aujourd'hui, les choses sont différentes et malheureusement, il fallait que on puisse dire, et ça, c'est bien ça. Ça, c'est quelque chose que les Français devraient voir et apprécier, c'est dire qu'il y a une organisation française qui est capable de faire respecter ses droits, y compris par ceux qui font la misère en Europe sur les droits qui sont loqués ailleurs. Après, là, le problème, c'est que c'était contre un Français. C'est ça aussi. Si ça, je pense que si ça avait été, honnêtement, je pense que si ça avait été contre un, vas-y. Ce n'est pas contre un Français. C'est-à-dire que la procédure mise en question n'est pas contre un Français. Oui, mais il se trouve que le gars qui va faire le combat dans l'illégalité est l'adversaire du Français. Mais je pense que toi, t'aurais préféré que ça se fasse, que tu fasses respecter ça contre leur champion qui n'était pas mort. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Absolument. C'est toujours chiant d'avoir un membre de ta famille qui se retrouve dans un dommage collatéral sur lequel tu es obligé d'aller en guerre parce que tu ne peux pas faire autrement. Quel message tu envoies si tu as une promotion qui compte se développer, devenir, être le numéro 1 en Europe, quand tu as ton athlète qui est sous contrat officiel avec toi, il a encore 3 combats, qui va combattre de l'autre côté au calme. Enfin, mais ça n'a même pas de sens de débattre dessus. Tu ne pourrais pas le faire. L'enjeu est tellement grand que, avec toute l'appréciation que j'ai pour Morgan Charrière, mais non, demandez pas. Enfin, je pense que les gens ont compris le côté business qui, à mon avis, ils n'avaient pas. Ok. Fernand. Maintenant, on va passer justement là, t'en as parlé, tu souhaites que Morgan aille à l'UFC Paris. Il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui où il y a ça, il y a un peu que cette question qui se pose pour le MMA, peut-être encore plus aujourd'hui que maintenant, parce qu'on commence à entendre parler des PFL, des Bellator, il y a Race Fighting Championship aussi. Bare-Knuckle, exact. Et voilà, il y a aussi Bare-Knuckle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans un sport... Moi, j'ai vraiment l'impression que oui, mais... Peut-être que c'est parce que je suis dans mon petit sas, tu vois. Mais est-ce qu'on est toujours avec le MMA, avec l'UFC et tout le reste autour, où vraiment, toi qui as cette casquette de manager, est-ce que aujourd'hui le PFL, Bellator, quand on est l'un des tout meilleurs, hein, je veux dire, quand tu aspires à être top 3 mondial dans ta catégorie, est-ce que les autres organisations sont vraiment des options crédibles ? Ça n'engage que moi. Non, ça n'a pas de sens. Enfin, vous le voyez, les discours qu'ont les athlètes de manière générale. De manière générale, les athlètes vous disent, moi, c'est l'UFC ou rien. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Et je comprends tout à fait la personne à côté qui pourrait dire, moi, ça ne compte pas. Moi, je préfère cette organisation parce qu'elle est à côté de chez moi. Je peux faire cette organisation parce qu'elle paye plus. Je peux faire cette organisation parce qu'il me traite mieux. Ça, c'est le côté affecté émotionnel qu'on a en dehors de ça. Mais globalement, aujourd'hui, tous les compétiteurs veulent aller où il y a la big league, où ça se joue au max. Et en général, ils partent de là pour aller ailleurs quand ils ont plafonné, quand ils ont terminé, ils vont ailleurs.
Mais déjà avant justement d'être dans un cas similaire à Francis Ngannou, t'as fait ce que t'as fait à faire à l'UFC, t'estimes que tu vaux un certain montant et là tu pars. Ceux qui choisissent de ne pas aller à l'UFC par exemple, tu vois Mansour c'est un cas différent parce que je pense que Mansour il y a ce côté tu as gagné beaucoup d'argent avant l'UFC. L'UFC, c'est un marché américain, donc qui résonne surtout avec l'argent que tu peux rapporter aux États-Unis. Aujourd'hui, Mansour, c'est pas une star aux États-Unis, donc forcément, ils n'allaient pas, je pense, lui proposer l'argent qu'il estimait mériter. Mais par exemple, un Non, Fedor. Vas-y. excuse-moi de te couper, Oui. mais il, il va y arriver, Mansour. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que vous focalisez sur l'argent qui est donné au départ? Mais parce que moi, ce qui m'a fait changer par rapport à ça, c'est le cas Michael Chandler. Tu vois, Mansour aujourd'hui, il arrive, il va au Bellator. En 3 combats, il a la ceinture, il remporte le tournoi. C'est mieux d'aller à ce Il a moment-là à combien? l'UFC plutôt que d'aller à. Tu En vois. 3 combats, il a la ceinture. Et le million. Rappelle-toi, Cody Garbrandt a fait 4 combats, il était à la ceinture. Oui, mais Cody Garbrandt, il est américain, c'était chez les Bantamweight, il était aussi chez Team Alpha Male qui avait une grosse histoire avec Dominique Cruz. OK. Je continue à être persuadé que il faut qu'on choisisse les organisations en fonction de nos gars. Si moi, je suis un manager, je choisis les organisations en fonction des gars que j'ai. Je me dis, le gars qui est un peu folklore, qui est un peu spécial, euh, comme, euh, euh, comme Alan Bodo, j'aurais dû le mettre au Rising Mm. parce que il a fait sa vie au Japon, il a grandi au Japon, il a quelque chose là-bas, ça peut matcher, ça peut être plus vendu. Et puis, je sais que il n'a pas le fond, comment dire, la caisse pour monter les échelons et arriver dans le top 15 de l'UFC, dans le top 10, voilà. Et donc, du coup, je le mâche là-bas parce que je sais qu'il ne peut pas y arriver. Et puis ensuite, je pense il faut matcher les athlètes comme ça, différemment. Mais quand tu as un athlète comme Mansour, qui est capable d'aller titiller le top 3 de l'UFC, je pense qu'il faut tenter sa chance. Parce que même inconnu, comme, euh, comme le champion de 93 kilos aujourd'hui, OK, laisse tomber, il est américain, prenons quelqu'un d'autre, un qui n'est pas très connu, qui est étranger, mais Non, qui bah est il y a Jiri champion. Prochaska qui était arrivé rapidement. Voilà. Tu vois, les Ouais. gars arrivent rapidement et derrière ça, tu t'assures une paye décente Mm. avec une crédibilité incomparable, avec un crédit pour les sponsors incomparable. Quand tu veux, c'est une affaire d'années, ça se joue à quelques. C'est que si un, si un, ça se joue à une année pour un mec bon. Oui, moi je pense que sur le long terme, l'UFC est toujours la meilleure option. Après, la vraie question, c'est le court terme. Voilà. Mais pourquoi court terme? Parce que dans le sens où. C'est que tu ne peux penser que Vas-y. court terme si tu n'es pas assez bon. Si, Ce que mais je te attends, dis, moi c'est que j'étais si dans le tu. sens une carrière à la Michael Chandler. Où en gros, Ouais, Michael Chandler, je pense qu'il aurait pu arriver à l'UFC bien ouais. plus tôt. Mais il est arrivé à un âge 34 ans où pour beaucoup de gars c'est peut-être un peu tard, mais lui il est arrivé au moment parfait. Mais Michael Chandler n'est pas à plaindre du tout. Il fait salement Ah non, d'oseille. et c'est pour ça que C'est je te pas dis parce qu'il n'a ça. pas la Ah ceinture. non, c'est pour ça que je te dis qu'en gros, lui il a fait la bonne. En gros, il aurait pu arriver plus tôt. Genre comme si par exemple Mansour arrivait aujourd'hui à l'UFC et que Ouais. si par contre il décide d'y aller d'ici 2-3 ans quand il aura fait tout ce qu'il a à faire au Est-ce que tu Bellator. t'es déjà dit que Mansour Banahui, après avoir été champion du Bellator, pourrait arriver à l'UFC et ne toujours pas avoir la carrière de Chandler? C'est-à-dire que c'est une affaire d'aura, de charisme, de placement, de l'endroit où tu vis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est que ça ne change rien en fait. Si tu es, même tu peux être américain comme Aljamain Sterling et ne pas être charismatique et ne pas vendre et ne pas juste être crédible. Donc, tu peux prendre le temps que tu veux, mais quand tu as écumé tout et que tu nettoies tout, bon, tu vas au bon niveau, tu nettoies tout, et peut-être tu n'es pas une méga star, tu n'es pas le Conor McGregor, mais tu es correct. De toutes les façons, aujourd'hui, quand tu enchaînes 5 victoires consécutives dans une KT,
tu sors du lot. Alors que si on prend Nassoudine, s'il ne perd aucun combat depuis qu'il a commencé, on est d'accord qu'il est sur la ceinture, au calme. Alors que le seul truc entre toi et la ceinture, ou toi et des millions, c'est ta compétence. Si tu es capable de ne pas perdre un combat, tu es garanti qu'en moins d'1 an, c'est fini. Tu es chez les grands. À partir de ce moment, c'est une affaire de parier sur toi-même et te dire, bon, ma trajectoire est peut-être longue. Auquel cas, je vais rester là parce que je peux perdre, je peux gagner. Ou tu peux dire, moi, je ne perds pas. Je suis vraiment bon. Je n'ai pas le temps d'attendre. Allons là-bas tester. Mais je te dis encore, il y a de tout pour tout le monde. Le cas du le bare knuckle, par exemple, avec, comment il s'appelle il s'appelle Mike Platinum. Perry. Mike Perry, ouais. Je pense que c'est le meilleur choix qu'il n'ait jamais fait. C'est incroyable. Parce que même à l'UFC, il n'aurait jamais eu, même étant champion de l'UFC, il n'aurait jamais autant brillé. Il a trouvé ce qu'il lui fallait. C'est une organisation de fou pour un fou et c'est parfait. Il faut juste qu'on lui crée qu'on lui fasse ses augmentations pour qu'il touche beaucoup parce qu'il ramène à mort. Il a fait monter, en partie, il a fait monter Conor dans le ring. C'est une dinguerie pour le BKC de se retrouver avec Conor dans le ring. On ne sait même pas ce qu'il fait là, juste parce qu'il y a Mike Perry qui vient de gagner un combat. C'est un délire. Donc, si tu veux, en fonction des organisations, moi, j'aime bien laisser les gens faire leurs décisions. Et je pense que la décision pour Mike Perry d'aller au bare knuckle, c'est un très bon choix. La décision de chacun des athlètes d'aller où il veut, c'est bien pour lui. Mais je reste persuadé que 95% des athlètes souhaitent aller où il y a le plus gros challenge et où il y a toute l'attention, c'est-à-dire l'UFC. Et est-ce que, là aussi, la question se pose souvent, avec le PFL aujourd'hui, avec leur tournoi à $1 million, plus ce qui se passe avec leur partage de revenus en termes de pay-per-view, est-ce qu'aujourd'hui, ça devient une option crédible si on est intéressé uniquement, enfin, pas uniquement, mais si la question financière est vraiment importante? Ou là encore, tu te dis aujourd'hui, c'est un peu en retard? Non, c'est en retard, puisque le pay-per-view du PFL, toi aussi, tu fais exprès. Mais non, mais je te pose la question parce que peut-être que tu... Est-ce qu'on est d'accord que le pay-per-view du PFL est quasiment inexistant? C'est que c'est Pour de l'ordre de... C'est insignifiant. Pour l'instant, c'est rien. Mais la carte où Jake Paul va faire son combat de MMA... Ouais. Mais on va partager proportionnellement. Tu penses que Jake Paul est assez con pour qu'il fasse un pay-per-view où il y a 6 millions de pay-per-view vendus et il va donner à je sais pas moi, Taylor Lapillus qui combat sur la carte, il va lui dire, OK, Taylor, comme tu es sur la carte, prends 1 million. Mais non, il va prendre proportionnellement et il va donner les miettes aux petits. Le pay-per-view, aujourd'hui, nous, on a des outils qui nous permettent sur Ares de savoir qui vend le plus et à quel moment il vend le plus. On sait sur Ares vraiment qui sont les vendeurs, qui font les entrées à la caisse, qui font les entrées sur le pay-per-view. Bien sûr que le PFL sait voir et il va pouvoir dire, écoute, toi, Ante Delia, tu as fait 300 000, et puis Jack Paul, tu as fait 1 million, 3 millions, 5 millions, je ne sais pas moi. Donc, ça va toujours être redistribué proportionnellement. Maintenant, pour des combattants, comme je t'ai dit encore, qui sont légèrement moins bons que la crème de la crème, bah, tu trouves ton compte. Aubin Mercier, il est refait. Aubin Mercier, à l'UFC, il s'embourbait. Et du coup, comme il s'embourbe, il ne touche pas assez d'argent parce qu'il s'embourbe. Et aussitôt sorti, bah, il voit plus clair au PFL, il y a moins de compétition.
et ensuite, il s'améliore, parce que ça aussi, il faut le dire. C'est que l'expérience que tu as donnée l'UFC te permet d'aller avec une plus grande confiance ailleurs, te permet de mieux t'entraîner. Son camp d'entraînement à Aubin Mercier au Canada s'est beaucoup amélioré. Il a progressé énormément et ça tombe bien dans un monde où il y a, enfin, je mets encore les guillemets, ne le prenez pas mal, dans un monde où il y a des aveugles, il se retrouve en bonne parce qu'il a progressé et qu'il vient d'une ligue majeure, bah, il décroche son million. Alors, ça ne résout pas les problèmes d'une vie, ça ne se compare pas avec un champion de l'UFC, mais c'est déjà correct parce que quand on t'enlève les 300 000 les 300 000 d'impôts que tu donnes, il te reste 700 000 quand tu enlèves 200 000 que tu donnes à ton management et ta salle de sport. Bon, il te reste environ un demi-million. Bon, ça te permet de vivre quelque temps. Le même gars qui monte à l'UFC et fait juste des main events et qui a déjà fait une ceinture une fois, se retrouve à combattre tous les jours quand il combat pour au moins 600 000. 600 000, quand tu en fais 2 l'année ou 3 l'année, bon, je ne te parle pas des pay-per-view parce que le mec qui a déjà fait les pay-per-view fera que des pay-per-view. C'est que Cyril ne fera que des pay-per-view. Donc à partir de ce moment-là, bon, il se retrouve bien quand même par rapport à que je dis, ah ok, je suis allé là et puis j'ai fait un tournoi, j'ai gagné 1 million, yes, j'ai gagné 1 million. 1 million qui, avec les impôts, avec tout ce que tu as payé, te revient moins cher. Et ensuite, tu ne regagnes plus rien pendant très longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit juste d'avoir la réalité et faire des calculs basiques et simples. Mais mon message ici est celui-ci. Vous êtes un athlète. Choisissez aussi l'organisation qui vous apporte le confort, le respect, la sympathie et puis l'épanouissement. En fonction des ambiances où vous êtes, vous pouvez être beaucoup plus apte à être performant ou pas. Il y a des athlètes qui vont être très performants dans une organisation mineure et devenir moins performants dans une organisation mineure et devenir très performants dans une grosse organisation parce qu'ils sont faits pour la lumière, parce qu'ils ont besoin de lumière. Tu prends 2 athlètes venus du Cage Warrior, Joe Duffy, qui a battu Connor, brillant sur le Cage Warrior, brillant au niveau local. Il est arrivé à l'UFC, ça n'a pas été brillant. Tu prends son adversaire, moins bon que lui au moment où il a été battu, moins brillant, mais devenu extrêmement brillant parce qu'il est galvanisé par la lumière et la musique. Il faut laisser à chacun des athlètes et son management le choix de faire ce qui lui va et n'entendez pas dans ma manière de dire de m'exprimer de manière objective. Vraiment, l'objectivité totale sur ce que je dis, de voir comme si j'indiquais et je donnais des directions. Je n'ai pas déjà la connaissance pour vous conseiller, je n'ai pas le monopole pour vous indiquer où aller, je ne peux pas vous dire, mais je vous dis que, à mon âme et conscience, j'ai l'impression, selon mes calculs et ma petite expérience, que ça paye plus et ça apporte plus de notoriété et de respect du côté de l'UFC. Ensuite, je vous recommande de ne pas que choisir où ça paye plus, de ne pas que choisir où c'est fabuleux, mais de choisir où ça vous match, vous. Quand vous arrivez dans une organisation, vous avez ce côté-là où la manière dont on vous accueille à l'aéroport, la manière dont on vous parle, la manière dont on vous respecte, si vous sentez que vous êtes bien là, bougez plus, restez posé là. Bah parfait, je pense qu'on a les réponses à toutes nos questions. Juste quand t'as dit que Cyril ne combattait plus que sur les pay-per-view, c'est une indication pour son prochain combat ou c'est quelque chose comme ça? Non, c'est un peu une indication pour les. C'est possible qu'il. D'ailleurs, ce que j'ai dit n'est pas totalement vrai. Il est possible que Cyril recombatte sans pay-per-view. Je dis juste que quand vous avez combattu pour les pay-per-view, les probabilités que vous refassiez les pay-per-view sont beaucoup plus avancées et votre paye est plafonnée au-dessus du demi-million. Ok. Ça change la donne. D'accord, merci pour cette précision, monsieur.
tu ne vas pas, tu vas rien me faire, Guillaume. Tu vas pas Ah m'embrouiller, bah, t'inquiète pas. je vois ça, je vois ça. Je suis très concentré. Eh oui, très très concentré en tout cas. Donc c'est terminé pour nous cette semaine. La semaine prochaine, grosse preview sur Ares Fighting Championship qui revient le 11 mai. On va avoir un vrai choc pour la ceinture entre Demarté Peña, l'Angolais, contre le Français Mehdi Sadi qui nous revient expressément des United Arab Emirates. Donc on va Hum, voir si la next gen va prendre le pouvoir lors de cet Ares Fighting. Et puis il y a un petit choc qui est intéressant aussi entre Monsieur Michael Marissardi et Jordan Zebo, qui sont deux espoirs, en tout cas deux jeunes talents qui s'affondent assez tôt dans leur carrière. Moi, c'est vraiment les deux combats que j'attends avec impatience. Ok. Ben écoute, c'est pas faux. Le combat de Jordan et Michael me paraît ultra serré. Mhm. Ouais, Parce que le physique, les deux sont très physiques. ouais. Et donc, on va voir à quel moment la vitesse va départager le truc ou l'explosivité, je sais pas quoi, mais on va voir, ou la technique, je sais pas comment ça va se passer, mais combat très attendu. Et puis bien entendu, monsieur Berimbolo, Mehdi Saadi qui va nous faire, qui va nous faire son retour sur Ares face aux vétérans. On verra bien ce que ça donne. D'ici là, merci. Likez, commentez et le reste, on s'en fout.